Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Caribde. On est extrêmement heureux d'accueillir ce soir Laure Desaccords pour la parution de son roman L'Envoleuse aux éditions Verdier. Donc pour démarrer, je voulais vous dire quelques mots sur L'Envoleuse, qui est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que c'est une voix extrêmement singulière. C'est un roman vraiment très intense, qui est chargé d'une violence latente qui est en même temps étrange et qui est un roman très poétique. Je ne vais pas en dire beaucoup, on va en lire des extraits, on va discuter autour du livre. Je voulais simplement dire que c'est un roman qui est construit autour de deux personnages, donc un homme et une femme qui se connaissent depuis l'enfance, qui sont en couple, qui ont été en couple et qui sont au soir de leur vie, donc qui s'appellent Guillemette et Romain, et qui reviennent sur leurs souvenirs d'enfance. Ils étaient dans un milieu familial pas facile, sans joie, mais ils reviennent surtout sur des souvenirs qui tournent autour d'un personnage qui s'appelle Gisèle, qui est une camarade de classe qui les a marqués à vie. Et en fait, ces souvenirs sont tellement forts qu'ils sont totalement présents dans le récit. Gisèle, elle est là, comme au temps de l'école. Gisèle, elle est très particulière. C'était une fille venant d'un milieu assez pauvre. Elle est grosse, d'ailleurs tout le monde l'appelle la grosse Gisèle. Elle est mal habillée, et pourtant Gisèle, c'est elle l'envoleuse. Elle est différente, elle est comme un bloc, elle est entière. Et puis elle a cette particularité, Gisèle, c'est qu'elle est libre, et c'est ça qui fait qu'elle attire tellement, qu'elle a tellement attiré Romain et Guillemette, qui font revivre en fait cette attirance qu'ils ont eue pour elle, et ce désir d'être élue. Et il y a une scène tout au début du livre où Gisèle a volé le goûter de Guillemette. Elle est un peu stigmatisée pour ça, et en fait ce qu'on voit, c'est que Guillemette, elle est heureuse d'avoir été élue par ce geste. Donc c'est un récit qui nous fait revivre par moments le présent, c'est-à-dire qu'on est dans la vieillesse, la fin de vie de Romain qui est à l'hôpital, et puis les souvenirs émergent. Alors il y a les souvenirs de l'enfance, il n'y a pas seulement ceux de Gisèle, mais il y a des souvenirs qui naissent à partir de moments, de détails, qui ont été marquants. C'est des instantanés en fait, qui font surgir des vies, donc dans un HLM de banlieue, à l'école. Il y a d'autres épisodes dans une maison de vacances isolée l'été. Et donc on saisit ces vies par ces éclairs, ces instantanés, par les fantasmes et par les différentes histoires d'amour qui traversent le livre. Donc il y a beaucoup de personnages qui surgissent, il y a la famille, les parents de Guillemette qui sont comme invisibles, elle a deux frères jumeaux qui sont aphasiques, extrêmement étranges. Il y a donc Romain et son foyer très particulier avec son père, qui est un homme fatigué par le vin, par une vie dure, des nuits sans sommeil, une jeunesse au Portugal visiblement envolée depuis trop longtemps. Et puis au cœur de ces vies assez tristes, on a Guillemette qui est vraiment, Gisèle, qui est vraiment comme une lumière très intense, qui a toujours gardé la même intensité pour les deux personnages. Et donc en fait le roman, L'Envoleuse, il est comme le personnage de Gisèle, il est dense, intense, mystérieux, et il réussit cette prouesse de dire d'une façon totalement nouvelle comment les souvenirs, les fantasmes, les émotions, le désir peuvent rester intacts au fil des années. Voilà, je pense que la meilleure chose, c'est d'en entendre un premier extrait. Oui, merci Marianne. Donc je vais lire le début. La grosse Gisèle porte des robes de coton beige et des chaussures de vieille femme. Ses longs cheveux sont retenus par un élastique très serré, ce qui fait que l'on peut suivre, si l'on veut, le sillon de ses racines jusqu'au pli du caoutchouc. Son front immense, constamment en sueur, hiver comme été, réfracte la lumière, attire tous les regards. C'est ce front immense qui m'interroge. Que s'y passe-t-il? Car Gisèle parle peu. En réalité, Gisèle ne parle pas, elle attend quelque chose. L'école, le goûter, la fin du jour et le commencement de la nuit. Elle a sa façon bien à elle d'attendre. Elle fixe les choses, les deux mains plaquées sur ses joues, la bouche ouverte, écrasée comme avant le cri. Elle regarde un oiseau, un arbre, une maîtresse, la lumière, et l'arbre s'ébroue, l'oiseau se jette dans le vide, la maîtresse crie, et la lumière tremble. C'est une chose singulière de comprendre qu'une petite fille de 10 ans vous vole un arbre dans la cour, votre temps, votre vie peut-être. Il arrive aussi que Gisèle vous regarde et cette reine placide absorbe en elle tous les désirs les plus inavouables, les plus refoulés, les plus enfouis.
Son regard vide et profond essore votre vie avant même que vous ayez eu l'idée de baisser les yeux. Il vous tord votre enfance, exprime tous les bruits intimes de votre corps, ses voix dans votre tête, et puis aussi le bruit du sang qui bat dans les doigts, dans la gorge, la poitrine et le sexe. Gisèle savait-elle que j'avais envie d'elle? En tout cas, elle s'en amusa. Assise à 2 rangées d'elle, je la regarde à la dérobée, nous exécutons une punition. Toutes les filles de la classe sont penchées sur leur cahier, quelque chose nous a énervés. Le soleil du printemps, les hannetons de la cour de récréation, les garçons de l'école primaire d'à côté, où est-ce l'approche des vacances? Nous recopions un texte de Colette. Les lettres d'An se bousculent, il ne s'agit pas d'oublier un féminin, un accord au pluriel, une majuscule tracée à la plume, sinon c'est grave. C'est grave pour tout le monde, sauf pour Gisèle, qui, je le vois bien, n'a pas peur des mots, elle, ni de la maîtresse Madame Mandec. Gisèle bâille, la bouche grande ouverte, comme si elle voulait s'aspirer elle-même tout entière dans son corps. Elle regarde la maîtresse comme on regarde une mouche. Elle la chasse de son cerveau génial. Un monde exprimé dans un corps, un monde qui fait un tour, un seul, et qui expire tout. La chanson des rondes, les peupliers de l'école, la craie blanche, le pain du goûter, Colette et la blouse de la maîtresse constellée de grosses fleurs bleues comme la robe de chambre de maman. Un autre jour, Gisèle est assise sur les marches du préau, ses yeux s'enfoncent dans son crâne et elle baisse la tête. C'est sa manière à elle de pleurer, je crois. On a beaucoup grondé Gisèle et toute l'école commente l'affaire. Gisèle est une voleuse. Elle a volé le goûter d'un enfant, par faim, par bêtise, par vengeance. Personne ne sait vraiment, mais c'est grave. Gisèle a volé du pain et du chocolat, une grosse poignée de petits gâteaux en forme de toux, de bateaux, de maisons, d'encre marine, de lapins, sur lesquels on peut lire de petits oracles. Tu es riche, tu es sage, tu es mal coiffée, tu es vaniteuse. Gisèle a volé le goûter d'un enfant, et cet enfant, c'est moi. Profitant des jeux bruyants de la cour de récréation, elle a choisi entre tous mon petit sac vert à bandoulière avec un fermoir doré. C'est moi qu'elle a choisi, et j'en conçois une incroyable fierté. La grosse Gisèle est l'héroïne du jour. Elle a osé l'inosable, seule dans les couloirs de l'établissement, à l'insu de toutes les maîtresses. Elle a vécu un incroyable moment de solitude et d'insolence. Avec Gisèle, je suis rentrée en désobéissance. Là, le début. Donc, on entend bien que c'est un personnage très particulier. Voilà, un personnage pivot. Pivot, très particulier. Elle est, ouais, bon, elle est grosse, elle est vaste, elle prend toute la place. Elle est vraiment très imposante. Et cette impassibilité massive, comme ça, c'est une forme de liberté. Mais je voulais savoir comment ce personnage était né. Oui, en fait, c'est un personnage qui vient d'un souvenir qui est très, 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 très ancien maintenant. Pour la petite histoire, en fait, c'était une petite fille que je n'ai fait que fréquenter dans une cour de récréation de mon école primaire en banlieue parisienne quand j'avais 7 ou 8 ans. Et je me souviens que c'était une petite fille dont on se moquait beaucoup, qui était souvent à l'écart. Et un jour, elle a suscité comme ça beaucoup de remarques parce qu'elle avait volé un goûter. Mais je crois que cette rencontre voilà, avec Gisèle, c'est surtout ma rencontre de petite fille avec l'exclusion et la transgression. Hein, parce que bon, surtout dans les années 70, à l'école primaire, quand on est une petite fille, c'était une école de filles, on est quand même plutôt soumis à l'institution, à ses maîtres et à ses maîtresses. Donc c'était vraiment un point de départ. Et puis je me suis demandé pourquoi pendant toutes ces années, c'était un personnage qui était resté comme ça, tapis, caché dans un coin de ma mémoire, j'allais dire de mon corps, et qui ressurgissait comme ça de façon récurrente, jusqu'à ce qu'elle prenne forme hein, dans l'écriture de ce roman. Voilà, donc c'est un point de départ. Alors justement, j'avais envie, à propos de Gisèle, de parler du titre, Oui. parce que l'envoleuse, ça résume bien à la fois le côté l'envol et la dimension voleuse. Et Gisèle, ce qui est frappant, c'est qu'à la fois elle est massive, il y a une forme de pesanteur dans son personnage, et en même temps c'est elle qui est libre, qui n'a pas de pesanteur justement. Et les narrateurs qui parlent, eux, ils ont tous les fantasmes, des choses qui sont restées en eux, qui leur donnent une forme de pesanteur. Voilà, donc je voulais savoir d'où venait le titre.
Voilà, c'est un nom qui s'est un peu imposé à moi assez rapidement. Enfin, c'est vrai que c'est un mot valise. Et dans la valise, bon, c'est aussi un contenant, c'est là où on va un peu déverser ses fantasmes. C'est aussi le lieu de l'intime qu'on transporte avec soi. Mais bon, ce qui m'intéressait surtout, c'était d'écrire sur le fantasme. Qui réunit à la fois l'envol et puis la voleuse. Le voleur, c'est celui qui ne demande pas forcément la permission, qui s'empare des choses. Donc j'avais envie d'écrire sur le fantasme et surtout aussi sur la honte que peut engendrer le fantasme. Le fantasme comme un enchantement. C'est ce qui enchante, c'est ce qui donne du plaisir, c'est ce qui donne de la jouissance, mais aussi c'est ce qui peut aussi agir comme un maléfice quand le fantasme est trop envahissant et qui nous empêche en fait d'avancer, peut-être de s'envoler, si on peut employer une métaphore. Et puis quand il brouille notre rapport au monde et avec les autres. Peut-être entendre un deuxième extrait. Quand Romain rentre chez lui, son père est déjà devant le poste de télévision, un peu plus bruyant que d'habitude. Romain n'aperçoit que son profil, la mâchoire crispée sur la langue réduite au silence, écrasée de colère. Au coin des yeux, des sillons fous creusés par le soleil et le vent des chantiers, des sillons que le chagrin arrose sans cesse. Un début de barbe brouille le bas du visage, masquant des lèvres blanches serrées en dedans. Des éclats mauves et rouges constellent les joues abîmées par le vin et les nuits sans sommeil, des nuits hantées par les ponceuses et les coups de burin, des nuits hantées de jours perdus, de viande trop grasse, de responsabilités d'hommes qu'on n'a pas voulu. C'était à Porto, un paradis d'enfants dans ces cubes de béton jaunis. L'été, on revenait en culotte des bords du Douro, sans serviette, sans rien, pieds nus, juste le soleil qui faisait plisser les yeux et les rares touristes qui se retournaient sur vous. C'était la langue des parents et des grands-parents qui chantaient toute la journée dans la bouche des gens, les claques données pour rien, les gâteaux confits de miel, les jeux de ballon avec les copains jusque tard dans la nuit, les parents qui oubliaient le jour autour d'un verre, la grand-mère assise à l'entrée de son échoppe et qui ne disait jamais rien. Mais dans sa main tendue, les enfants attrapaient toujours au vol un abricot sec, quelques noix bien grasses. Aujourd'hui, ce sont les avions d'Orly Sud et ses propres cris qui remplissent l'air, des cris à l'intérieur de son crâne et qui descendent dans son corps. Les bruits des avions ont remplacé les rumeurs de l'Atlantique. Romain passe comme un éclair devant la salle de séjour en filant dans sa chambre, dont il ferme soigneusement la porte. Il se laisse tomber à genoux, le menton sur la poitrine, et plonge sa main dans un grand seau rouge. Il en retire une poignée d'Indiens, quelques cow-boys aux yeux furieux, une pierre ponce, grise, légère, un petit rocher tout gris pour se cacher. Puis il repart à la pêche. Les bonshommes en plastique vont faire la guerre, et se faire mal. Un cow-boy au pantalon à franges et son petit lasso rouge décoloré fera l'affaire. Il sera le général Custer. Lancé contre l'armoire en contreplaqué, il ouvre les hostilités, et les poignées d'Indiens s'acharnent alors sur lui dans des sifflements de flèches usées, dans des bruits de voix bâillonnés de plumes. Les belligérants se cognent et s'entretuent, ils se frappent, les coups sont rudes. Ils claquent contre la porte au son des coups de revolver, ils tombent en hurlant de peur et d'effroi, surpris par tant de violence. Et puis ils recommencent, courageux, ressuscités, emportés par la rage, s'écroulent encore, terrassés par des rochers, des injures et des hurlements de sioux. La porte de l'armoire est un noir terrain de jeu, un territoire fracassé, mais qui résiste aux coups, qui résiste à la mort. Soudain, la porte de la chambre s'ouvre en grand. Le général Custer est tout seul, prisonnier d'une main d'enfant. Un enfant qui tend sa joue droite, qui doit capituler. Ce qui est très beau dans votre roman, ça impressionne vraiment par l'intensité, c'est le fait comme ça qu'on croise des personnages, des histoires qui surgissent en une page, en quelques pages. Et donc, dans ces souvenirs, il y a plusieurs histoires d'amour et de désir qui s'entrecroisent comme ça autour de plusieurs personnages. Que ce soit à l'école, dans le quartier ou plus tard. Donc il y a Gisèle qui est comme un pivot, il y a Romain, donc on vient d'entendre ce petit garçon qu'on appelle le fils de cochon et qui plus tard devient tailleur de pierre. Il y a Guillemette, la narratrice, mais il y a aussi d'autres histoires. À un moment, il y a deux camarades de classe, Loretta, qui est comme une élève un peu invisible, très discrète, qui est très attirée par une de ses autres camarades de classe. Il y a comme ça beaucoup d'histoires qui s'entrecroisent, en arrière-plan les parents, les frères jumeaux. Donc je voulais savoir pourquoi vous aviez multiplié et construit un récit comme ça, multiplié les fils de l'histoire. En fait, les personnages secondaires sont arrivés un peu par capillarité. En fait, il me semblait que ces personnages secondaires participaient à la construction des personnages centraux.
Donc au fil de l'écriture, ça s'est imposé comme ça d'une manière assez évidente pour moi. Et puis aussi il y avait ce pendant de la relation entre Guillemette, la narratrice, et Gisèle, avec le couple de Loretta et de Lucie, mais qui est une fascination beaucoup plus ordinaire. C'est vraiment la lumière qui attire la fascination. Donc ça permettait de comprendre un petit peu mieux qui étaient les personnages, pourquoi Romain Castro était un être qui était seul, puisqu'il y a il n'y a pas jamais vraie rencontre en fait dans le livre, puisque le père de Romain est enfermé dans sa solitude, dans son malheur et dans ses souvenirs. Les frères aussi de Guillemette, il n'y a jamais de vraie rencontre aussi avec eux. Enfin, je voulais écrire un livre à la fois sur le fantasme et sur des rencontres qui n'ont jamais lieu, et elle n'est pas toute seule. Alors c'est vrai que Gisèle est le pivot, et puis autour d'elle gravitent tous ces personnages, et en fait tous ces personnages sont seuls, ils ne se rencontrent jamais. Le personnage de la narratrice, qui n'est d'ailleurs pas sûre de sa sexualité aussi, ne se rencontre jamais elle-même. Le personnage de Romain ne rencontre jamais Gisèle, puisque quand il pense la voir dans un jardin public, il se tient derrière elle. Quand il pense avoir fait l'amour avec elle dans une chambre d'hôtel, elle disparaît comme ça par enchantement. Et puis la narratrice ne rencontre jamais vraiment non plus ses frères, qui sont liés par une gémellité dont elle est exclue. Voilà, de même que pour Loretta, qui n'a jamais fait vraiment de vraies rencontres avec Lucie, puisqu'elle est toujours attachée à ses pas, elle est toujours derrière elle. Donc c'est des personnages comme ça qui gravitent autour de cette figure pivot. Ils ne se rencontrent jamais, donc voilà, je pense que il donnait peut-être plus de consistance, si je puis dire, aux deux personnages centraux. Comme le texte est vraiment très beau, je pense que ce serait bien qu'on en entende encore au moins un extrait. J'avais choisi ce passage parce que c'est la réunion des trois personnages, vraiment voilà, un peu fantasmatique. En descendant de l'autobus 292, je comptais mes pas, inventais des airs magnifiques et célestes, répondais sans hésitation aux questionnements du monde, comptais mes pas, déclamais des vers tout tordus de mots, lançais à la face des arbres et des fenêtres des cris comme des gifles, des injures énormes et coupantes, comptais mes pas, murmurais des noms disparus, comptais mes pas avant de retrouver le silence de mes frères, leurs ombres d'enfants nains qui couleraient de pièce en pièce, leur solitude jumelle et jalouse. Je faisais le plein de bruit, de vie, de battements de cœur, de mots, de chiffres et de reproches. Un soir de novembre, à compter mes pas. Et j'ai revu Gisèle. Elle était assise sur le banc devant l'école des petits, surveillant un tourniquet de bois depuis longtemps immobile. Son ventre et ses seins saillaient sous son tablier, attirés par la nuit qui s'était annoncée, morceaux de tissu bleu éclairés par un semblant de lune. Sa bouche entr'ouverte laissait rentrer du vent glacé. Romain se tenait derrière elle, la poitrine nue en plein automne. Ses bras encerclaient sa tête, embrassaient son visage sans le toucher, pour la protéger ou pour l'étouffer ou pour l'emporter, comme un voleur dans la nuit dérobe un caillou parce qu'il brille, pour avoir à soi, enfin, quelque chose de plus précieux que soi. Je m'étais approchée et j'entendais Gisèle chanter. Elle avait réchauffé l'air glacé de novembre et tendait dans la nuit bleue un cou blanc que j'aurais voulu baiser. Romain me voyait approcher. Aucun regard n'aurait pu m'arrêter. Même les yeux de ma mère, comme deux cailloux durs dans la nuit, même les fantômes gémissants de ma mémoire, même la parole retrouvée de mes frères, même les rires des inconnus derrière leurs fenêtres, pas même toi, Romain, fils de cochon, fils sans mère, sans école et sans manière, aujourd'hui tu seras mon amant. Alors j'ai laissé tomber mon manteau sur le tourniquet de bois, et j'ai enlevé mon gros pull en laine qui s'est accroché au tourniquet de bois, qui s'est mis à grincer, qui s'est mis à tourner. Ce n'est pas Gisèle que je regardais alors, mais les mains de Romain, son regard à lui qu'il fallait soutenir et contenir, qu'il fallait prendre de force vraiment. Gisèle ne serait pas à lui. Nous étions liés, elle et moi, et Gisèle n'avait que faire de sa nudité, de son amour à l'envers. Gisèle n'avait pas besoin d'une poitrine d'homme nu pour frotter ses cheveux. Je me suis approchée plus près, entre les jambes de Gisèle. J'ai enfoncé mes yeux dans les yeux de Romain. Mes jambes écartaient maintenant les cuisses de Gisèle qui continuait de chanter. Je forçais son ventre à ramper un peu plus de chaque côté de son tablier.
Je sentais mes collants brûler contre la peau nue de ses cuisses parce que sa robe de coton s'était relevée légèrement. Alors c'est ma tête que Romain a prise entre ses mains. Alors c'est ma langue qui a fouillé sa bouche pleine de mots d'amour qui ne m'étaient pas destinés. Alors ce sont les lèvres de Gisèle que j'ai senties contre mon ventre, des lettres ouvertes qui remuaient une chanson, qui riait peut-être. Nous étions trois, parfaitement trois, heureusement trois, et quand il a fallu se séparer, mouillés de nuit et d'effroi, Romain a laissé fuir dans sa main une queue de cheveux noirs, tandis que je froissais encore dans mon poing un pan de tablier. Je pense que ce qu'on entend dans les différents extraits aussi, c'est que c'est un récit qui peut être par moments assez dérangeant, du fait du personnage de Gisèle, du fait de, dans ses souvenirs d'enfance, le fait qu'il y ait du désir de chair qui est très fort. Il y a à la fois l'attirance et la honte, la culpabilité. Parfois il y a des descriptions du corps qui sont vraiment vues de très très près. Voilà, donc c'est quelque chose que vous avez voulu, ça vous surprend? Alors ça ne me surprend pas dans la mesure où effectivement cette rencontre avec Gisèle, c'est quelque chose de dérangeant parce que c'est pas quelque chose de très très attendu. Et voilà. Il y a une chose qui m'a frappé, moi, si je peux me permettre, j'ai trouvé il y a un tissu de relations en fait, donc, qui se tisse dans l'enfance et qui occupe une part importante du livre, qui est extrêmement, donc, comme ça a été dit, à la fois complexe, dérangeant, enfin étonnant, mais malgré tout ça reste des relations entre enfants filtrées par des regards d'enfants, la façon dont c'est fait. Ce que je trouve très, très surprenant et très fort, c'est qu'en introduisant le soir de la vie, donc deux personnages qui se remémorent ça avec 50 ou 60 ans d'écart, j'ai l'impression que dans la majorité des situations qu'on peut imaginer, ou même dans d'autres romans, ce ne serait pas crédible que ce fantasme enfantin ait autant de puissance intacte, voire amplifiée, arrivée 60 ans plus tard. Et là, le sentiment que j'ai eu, c'est que la création d'univers enfantin, donc malgré les filtres du regard et tout, est tellement forte, tellement puissante, qu'en tant que lecteur, on suit complètement le fait qu'elle ait encore cette puissance 60 ans plus tard. Et ça, j'ai trouvé ça, enfin, j'arrive pas à comprendre comment ça a été fait, mais je trouve ça extraordinaire. Là, parce que je pense que ce sont tous les personnages de ce récit sont des personnages qui ont du mal à grandir. Donc ils contiennent l'enfance en eux. Et voilà, tant mieux si c'est crédible. Et puis si je suis arrivée à trouver cette voie juste chez ces personnages qui effectivement vieillissent. Mais sont des personnages qui sont aussi près de la mort. Donc il y a voilà, cet élan de vie qui va revenir, et puis cette puissance de l'enfant qui remonte en eux. Je ne peux pas l'expliquer tellement autrement. Il y a effectivement la temporalité avec les souvenirs d'enfance qui sont dominants, et par moments des flashs comme ça où on voit le temps présent. Et puis en même temps, dans le déroulement du récit, c'est comme les saisons. C'est comme une année, parce qu'on a l'école, on a les souvenirs d'été, ce chapitre qui s'appelle Novembre, je ne sais pas si c'est... On a en même temps une avancée. Voilà, comme s'il y avait sans arrêt une tension comme ça entre le temps et l'espace, et qui finalement se brouille. Et c'est pour ça que j'ai construit, enfin c'était pas une intention de départ, mais j'ai construit un peu le livre comme ça, parce qu'au départ j'avais beaucoup écrit entre les relations entre Gisèle et la narratrice, et puis alors je connais rien en montage cinématographique, mais après il m'a semblé évident d'intercaler ces passages-là sur la vieillesse. Enfin, ça s'est imposé voilà, assez naturellement, pour qu'il y ait quand même cette proximité entre la voix de l'enfance et la voix de la vieillesse, voilà, un peu comme un montage. Pendant des années, Romain n'a regardé que mes pieds. Mes pieds dans l'ascenseur, mes pieds au square, mes pieds dans l'escalier, mes pieds allées des seringas, mes pieds tout court. Tandis que moi, je regarde ses mains qui travaillent, qui inventent dans la cage d'escalier toutes sortes d'étoiles et de batailles. Je regarde ses mains autour de sa clé, autour de son cou. Ses mains, elles sont vivantes et sales, elles tiennent des outils, et sans doute caressent-elles les flancs des voitures dans la rue. Ses doigts longs, aux ongles larges, suivent-ils phrase à phrase les livres que lui donne son maître à l'école des garçons? C'est improbable, mais cela m'émeut.
la rencontre des mots difficiles et des doigts de Romain. Mes parents pensent qu'il ne sait sans doute pas lire, ni même peut-être penser. Il n'a pas de modèle parce que son père, son cochon de père, ne s'occupe pas beaucoup de lui et le laisse à 8 ans aller chercher le pain tout seul. Il y a 2 rues à traverser. Quelquefois on entend des éclats de voix, des éclats de colère résonner dans tout l'immeuble. Le père de Romain boit en rentrant du travail. On le voit monter les escaliers tout barbouillé de sommeil et de vin. Jamais il ne prend l'ascenseur, jamais il ne parle à quelqu'un. Mes parents pensent que nous avons bien de la chance, mes frères et moi. Nous n'avons pas à nous préoccuper du pain, ou de quoi que ce soit d'ailleurs. Rien ne nous concerne, rien ne nous regarde. Les autres font ce qu'ils veulent. Les autres vivent de bien étranges vies. Il y a un livre auquel votre roman m'a beaucoup fait penser, qui était Césarine de nuit d'Antoine Waters. Je n'ai pas eu le temps encore de le lire. Oui, parce que je trouvais qu'on retrouvait justement cette violence latente et puis les fantasmes des enfants. Donc je pensais plutôt à Césarine de nuit qu'à Naubert. Mais je voulais savoir quelles étaient les voies de la littérature qui vous avaient inspiré. Alors il y a beaucoup de voix de la littérature qui m'ont inspirée, mais je crois que je suis surtout venue à l'écriture par la poésie, parce que ce sont les premiers mots que j'ai rencontrés, c'est mon premier contact avec les mots, avant même de savoir, je pense, écrire ou lire, et puis c'est sans doute aussi les poèmes que nous lisaient ou que nous récitaient nos parents. Donc le premier univers poétique que j'ai rencontré, c'est celui de Prévert. Je pense que ce qui me plaisait dans cet univers-là, c'était son irrévérence, sa tendresse aussi, et sa violence. Il y a beaucoup de violence aussi chez Prévert. Et puis après, bien sûr, l'adolescence, il y a eu Rimbaud et beaucoup Baudelaire. Et après, je me suis rendu compte que la poésie, elle était évidemment présente dans la littérature et présente aussi dans l'écriture théâtrale. Voilà, c'est à la fois le souffle de Victor Hugo ou bien voilà, les phrases, la force poétique des phrases chez Flaubert par exemple ou chez Racine. Et puis voilà, parce que j'ai vu que vous aviez préparé une table, et puis dans une littérature voilà, plus contemporaine, j'aimais bien voilà, l'univers d'Alice Vernet, de Sylvie Germain, et aussi le très beau roman de Carole Martinez. Et voilà, ce que j'aime bien dans la littérature aussi, c'est cette rencontre entre le réel et puis le tragique. Et puis un auteur que j'aime beaucoup aussi, qui est Wajdi Mouawad, qui écrit à la fois du théâtre et des romans, et notamment son très beau premier roman qui s'appelle Visage retrouvé, et puis ce roman qu'il a écrit, qui est paru il n'y a pas très, très longtemps, qui s'appelle Anima. Mais je pense que c'est par la poésie que je suis venue à l'écriture. Est-ce que vous avez des questions pour Laure? Moi, je voudrais savoir, tu as mis combien de temps à l'écrire, ce livre? En fait, c'est une écriture qui s'est prolongée comme ça sur au moins 3 ans. Donc j'ai beaucoup écrit, pour beaucoup ensuite élaguer, j'ai beaucoup supprimé. Donc j'ai beaucoup raturé, j'ai beaucoup supprimé, j'ai beaucoup renoncé pour arriver à quelque chose qui me semblait plus concentré pour pouvoir dire, en tout cas écrire l'essentiel. Et alors vous avez d'autres projets? Là, je suis dans l'écriture d'un second roman que j'ai achevé, qui sera prêt, je pense, à la fin de l'année. Et puis, voilà, je suis embarquée dans un troisième. Voilà, du coup, voilà, il y a des choses, des digues qui se sont rompues, et puis voilà, ça vient, ça coule. Alors, heureusement que je travaille très loin, donc ça me permet d'avoir le temps des transports, du métro, du train pour écrire. Voilà, ça m'inspire, les gens autour de moi. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'en ai encore une autre. Ce livre, enfin, le fait d'écrire, c'est quelque chose que tu portais en toi, ou je ne sais pas comment te dire, c'est quelque chose qui... Quand tu étais jeune, est-ce que tu pensais écrire? C'est quelque chose qui... Alors je pensais jamais pouvoir arriver à écrire un roman. Alors c'est vrai que voilà, comme j'aimais beaucoup la poésie, comme tous les enfants, j'écrivais des poèmes, voilà, des textes. Hein. Et puis j'ai eu une expérience à un moment donné dans l'édition.
j'ai corrigé des livres. Voilà, j'étais correctrice pour les éditions du Seuil. Alors je lisais beaucoup de livres, je corrigeais beaucoup et je me suis dit bon, pourquoi pas moi. Et puis je me suis mise à écrire et je me suis dit non, c'est une entreprise absolument incommensurable, impossible. C'est extrêmement difficile. Hein, voilà. Et il y a eu un moment, enfin voilà, je sais pas trop comment c'est venu. Voilà, c'était le moment est venu. Tardivement, j'en conçois. Avec Gisèle, alors le moment est venu. Voilà, peut-être parce qu'il y avait un trop-plein, il y a un moment où il fallait. Voilà, où j'allais voir un psy, où j'allais me mettre à écrire. Mais enfin voilà, il y avait quelque chose. Voilà, j'étais trop grosse, trop pleine, donc il y a un moment où c'est venu comme ça, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Voilà. Est-ce que c'est libérateur d'écrire? Est-ce que c'est libérateur, un acte libérateur? Voilà, un acte libératoire, libérateur. Donc mais en même temps, voilà, je me disais que c'est écrire pour se libérer de quelque chose. Voilà, c'est pas très intéressant. Donc, ce qui m'intéressait, c'est de savoir. Voilà, il y avait aussi une vraie construction, une vraie interrogation. Si c'est pour écrire des textes, on peut écrire pour soi. Si c'est voilà pour simplement que ça soit un acte libératoire. Donc là, c'était vraiment une décision au départ concertée où je me suis dit voilà, je me sens prête à écrire un roman, enfin, ou un long récit en tout cas, ou un récit. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Merci à tous d'être là parce que tout le monde est au rendez-vous, donc c'est très bien. N'hésitez pas à vous servir un verre, à continuer la discussion avec Laure, à acheter de nombreux livres et à les faire signer, à les offrir autour de vous. Merci Marianne.